Suffisait amplement. On va pouvoir en parler d'ailleurs dans un instant avec François Asselineau. C'est un GG du jour, le candidat à l'élection présidentielle, l'homme qui connaît par cœur ces traités européens qui empêchent la France d'être la grande nation qu'elle est, de grandir aussi, de se relancer économiquement. François Asselineau, GG du jour, candidat à l'élection présidentielle, c'est dans un instant, direction RMC, numéro 23. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC avec aujourd'hui dans les GG, Sylvain Drancer, instituteur à Monterolier en Normandie. Nous sommes avec Caroline Pilas, militante associative dans le domaine de la déficience visuelle, et Johnny Blanc qui est fromager à Chandonnier dans les Deux-Sèvres. Dans une demi-heure, à 12h05, vous avez le match des GG. Vous m'envoyez match par SMS au 732-16, vous jouez avec nous et vous gagnez une semaine dans un club, hôtel ou résidence 3 étoiles, club de vacances. C'est le cadeau des GG, mesdames, messieurs. Donc match par SMS au 732-16 pour être tiré au sort et jouer avec les grandes gueules. Et il est temps d'accueillir notre GG du jour. RMC, la grande gueule du jour. Il s'agit d'un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Il n'y aura donc pas de deuxième débat entre les 11 candidats, parce que ce soir, France 2 n'a pas réussi à vous mettre d'accord. Je ne sais pas d'ailleurs précisément ce qui s'est passé. Donc ce soir, vous êtes sur France 2, mais les candidats parleront les uns après les autres. C'est pas de la faute de France 2, c'est que simplement il y a eu 3-4 candidats qui ont joué les divas. Ce sont les aristocrates des sondages. C'est-à-dire que M. Mélenchon a considéré que c'était la plèbe les autres, et donc il fallait pas qu'il parle avec eux. Voilà. Il craignait quoi ? Donc, il craignait sans doute ce qui s'est passé le 4 avril lorsqu'il y a eu les 11 candidats. Les Français ont découvert à cette occasion qu'il n'y avait pas 5 candidats mais 11, et que les 6 qui avaient été écartés dans un premier temps par TF1 avaient des choses à dire. Et ce qui est intéressant dans un débat, c'est pas seulement le fond du programme. Parce que moi, je ne me cesse de dire que les promesses que font les autres candidats, 90% ne pourront pas être mises en œuvre parce qu'elles sont contraires aux traités européens. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement le fond des programmes, c'est aussi de comparer les personnalités. Voilà. On avait pu voir à cette occasion, les Français avaient pu se faire une idée sur la connaissance des dossiers, l'opiniâtreté, la capacité de répartie, le sang-froid. Voilà. Et c'est ça que ne veulent pas les prétendus grands candidats. Ils veulent rester bien à l'abri de sondages falsifiés pour être ensuite sûrs de ne pas être confrontés. Pourquoi falsifier les sondages ? Parce que quand je vois les derniers sondages, si vous voulez, ça me fait ça vraiment rigoler. Voilà. C'est-à-dire ? Quand vous met à 1%, ça vous fait rigoler ? Oui, ça me fait rigoler, oui. C'est-à-dire ? Parce que moi, écoutez, nous avons rassemblé 1% des suffrages, par exemple, au régional de 2015, alors qu'il y avait beaucoup plus de candidatures et que j'étais inconnu. Voilà. Et entre-temps, notre mouvement politique, nous avons multiplié nos adhérents par plus de 3. Voilà. Et moi, quand je suis dans la rue, je fais des réunions. Hier soir, par exemple, j'étais à Nantes et il y avait plus de 900 personnes. On a refusé de monde dans la salle et des gens qui restent jusqu'au bout dans un état de grande ferveur. Voilà. Donc vous êtes sous-estimé, c'est ça ? Oui. Alors, quand je vois que M. Macron est donné à 25% des voix, alors qu'il annule les uns après les autres tous ses meetings, à Charleville-Mézières, à Amiens, encore un autre, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Alors attention, parce que je me souviens qu'en 2012, Nicolas Sarkozy faisait le plein des meetings, il a perdu. C'est-à-dire que le nombre d'adhérents, de militants qui expriment effectivement une ferveur dans un meeting ne donne pas forcément le résultat de l'élection présidentielle. D'accord, c'est bien. Écoutez, on va voir dimanche. On verra dimanche. Mais une question quand même, parce qu'on a bien compris, parce qu'on maintenant on vous connaît et vous avez un programme très clair. Vous dites on ne peut pas renégocier l'Europe. Ceux qui vous promettent une renégociation de l'Europe, c'est pas possible parce qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'y arrivera pas. C'est ce que promettent notamment Jean-Luc Mélenchon, Madame Le Pen, ou d'autres, Madame Le Pen. Vous dites donc il faut sortir de ce système. Mais cette sortie du système fait peur. On en parlait tout à l'heure. Il y a par exemple, semble-t-il, des Français qui ont un peu de patrimoine qui sont en train de se renseigner pour savoir s'il n'est pas temps de quitter la France si jamais on repasse au franc. C'est ce que vous préconisez. On dit on va aller au Luxembourg notamment, on pourra placer notre argent en assurance vie. Mais moi, j'ai pas de patrimoine, à votre avis ? Oui. Je sais pas. pas. La déclaration de patrimoine officielle, je suis, paraît-il, l'un de ceux qui en ont le plus. Vous n'avez pas peur de votre argent ? Ce qui est quand même un peu fort de café, parce que moi, je n'ai finalement qu'un salaire de haut fonctionnaire. C'est vrai que je suis quelqu'un comment dirais-je, d'économe. Mais quand je vois que quelqu'un comme M. Macron, par exemple, qui paraît-il gagnait 3 millions d'euros par an, il a 3 fois rien. Alors, de deux choses l'une, soit il a menti, ou quel cas c'est passible de la loi, soit il gère ses affaires comme un panier percé. Ça donne à penser ce que ce serait s'il était à la tête de la France. Bon, moi, j'ai du patrimoine
fonctionne un petit peu. J'ai un appartement à Paris, j'ai une maison de campagne, et puis j'ai de l'assurance vie. Est-ce Et que vous croyez craignez pas votre vraiment patrimoine si on est-ce que repasse vous- au franc? Mais écoutez, est-ce que vous croyez vraiment que je proposerai aux Français quelque chose dont je serais la première victime? On raconte n'importe quoi aux Français. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat de fond sur l'euro. Il y a un principe de droit international qui s'appelle la lex monetae. Lorsque nous repasserons au franc, un nouveau franc, ça ne sera pas le franc d'avant, ça sera un nouveau franc, eh bien les dettes et les emprunts seront convertis en francs, point. Il n'y aura strictement aucune augmentation des dettes ou des emprunts, aucune différence. On a d'ailleurs pu le voir dans le sens inverse, lorsqu'on est passé du franc à l'euro ou du Deutschmark à l'euro. Vous savez, en 1992 ou 93, vous aviez des gens qui avaient acheté, par exemple, des obligations de l'Allemagne en Deutschmark, qui était la monnaie la plus solide du monde, et puis d'un seul coup, l'Allemagne a dit, vous allez être remboursé en euros. Il y avait un certain nombre de gens qui auraient pu se dire légitimement, moi l'euro je ne sais pas ce que ça va être, alors que je voulais être remboursé en Deutschmark. Ils ont eu quoi? Ils ont eu leurs yeux pour pleurer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Le négociation problème possible. avec votre histoire, c'est qu'il n'y a pas de précédent en fait. Mais Il y en a qui ont refusé d'aller vers une monnaie unique, vers l'euro, d'accord, très bien. Mais il n'y a pas d'exemple en Europe d'un pays qui a changé de monnaie, qui a été vers l'euro, puis qui est revenu. En tout cas, la Donc question c'est ça qui est assez ouais, effrayant pour certains. Mais non, mais écoutez, c'est des gens qui disent on saute dans l'inconnu, mais on a sauté dans l'inconnu quand on est entré dans l'euro, et l'euro est en train d'aller au désastre. Parce que personne jamais ne prend en considération ce que je ne cesse de dire, l'euro n'est pas viable, l'euro va exploser. Alors c'est vrai que c'est un peu technique, j'ai présenté d'ailleurs chez un de vos confrères les cours actuellement de l'évolution de solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, ça n'est pas viable. Voilà. Et d'ailleurs, l'euro est à l'origine de la croissance continuelle du chômage en France. Si les Français commettent l'erreur Le chômage a commencé à progresser en France à la fin des années 70, début 80. Il n'y avait pas l'euro, il y avait le franc. C'est vrai, mais dans les années 80... On sortait des 30 glorieuses, il y a eu 2 chocs pétroliers, ça n'a rien à voir avec l'euro. Dans les années 80, on estimait qu'1 million de chômeurs, ça serait la catastrophe. On en est à 3,6 millions de chômeurs de catégorie A. Peut-être parce qu'on accepte ce chômage massif. On a eu 1 million de chômeurs en plus sous Sarkozy, on a eu 1 million de chômeurs en plus sous Hollande. Si les Français commettent l'erreur d'élire un Sarkozy bis, c'est-à-dire M. Fillon, un Hollande bis, c'est-à-dire M. Macron, on aura, dans 5 ans, 1 million encore de chômeurs en plus. Et on continuera à démembrer la France et notre patrimoine public et privé. Pourquoi l'Allemagne, qui a l'euro, a de la croissance et réduit le nombre de chômeurs alors? Parce que l'Allemagne, c'est l'Allemagne et la France, c'est la France. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Parce que l'euro est une espèce de cote mal taillée entre les monnaies qui la composent. C'est-à-dire, c'est le taux de change externe de l'euro par rapport au dollar. C'est un mélange entre ce que serait le Deutschmark, le franc, la lire italienne, la drachme grecque. Donc, il se trouve que c'est donc une monnaie qui est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande. C'est la raison pour laquelle ils vendent énormément à l'étranger, parce qu'ils ont une compétitivité supérieure à la nôtre. Et cette compétitivité, et c'est ça le drame de l'euro, et c'est ça sur lequel aucun candidat à part moi ne s'est exprimé, cette compétitivité de l'Allemagne ne cesse de s'accroître par rapport aux pays du Sud. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement l'Allemagne dégage des excédents commerciaux de plus en plus géants, 247 milliards d'euros l'année dernière, c'est-à-dire supérieure à la Chine. Et puis de l'autre côté, vous avez les pays du sud de l'Europe, et plus on va vers le sud et moins c'est bon, et qui dégagent des déficits commerciaux géants et surtout du chômage de plus en plus important. Que disent les autres? Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut appliquer le rapport des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne, que j'ai déjà présenté de nombreuses fois, qui d'ailleurs n'est jamais repris, ce rapport n'est jamais repris par la presse, et qui nous dit qu'il faut, au cours des semestres qui viennent, on a déjà le programme de ce qui va se passer. Il faut baisser, paraît-il, l'impôt sur les grandes sociétés, augmenter la TVA sur monsieur et madame tout le monde, diminuer le SMIC, voire le supprimer, diminuer les prestations chômage, précariser toute la société, ubériser toute la société, les artisans taxis, les médecins, etc., continuer la politique de rigueur. Voilà tout le programme qui, lorsque les flonflons de l'élection présidentielle se seront éteints le 7 mai au soir, les Français découvriront, alors ça ne sera pas les grandes gueules, n'est-ce pas, ça sera la gueule de bois, ils découvriront qu'on recommence les mêmes politiques qu'antérieurement. Sylvain Grandser. Il y a une vraie singularité avec vous, honnêtement. J'ai lu votre programme, je vous ai écouté attentivement. Je trouve vraiment il y a des choses extrêmement pertinentes sur la défense des plus petits. Enfin, je pensais vous coincer plus facilement. Puis finalement, il y a plein de choses où je suis tombé d'accord avec vous. Voilà. Parce que voilà,
faut voir ce qu'on entend dire de vous. Enfin, on ne sait pas comment vous avez eu vos 500 signatures. Vous êtes passé de 17 signatures en 2012 à 500 signatures d'un seul coup. Macron, il est passé de 0 à plus de 2000. Justement, il a fait comment, lui? Non, conspirationniste et tout. Moi, la question que je voulais poser, la première que je voulais vous poser, vous sentez-vous comme un repenti? Parce que dans votre description, vous mettez en avant votre remarquable expérience des négociations internationales, votre excellente connaissance des dossiers, la profondeur de vos analyses et vos capacités hors normes, c'est vous qui le dites, de vous-même. Ce qui n'est pas très modeste, mais j'ai l'impression du coup d'être avec un repenti. Quand on a votre stature, quand on a votre culture qui a été unanimement reconnue, d'habitude on est pro-européen, on est internationaliste entre guillemets. Et j'ai l'impression que vous êtes une espèce de repenti du système. C'est pas un repenti, c'est que vous étiez comme ça avant. Vous pensiez ça quand vous étiez dans les grandes rencontres avec Nelson Mandela, le pape, tout ça? Oui, déjà à l'époque. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, j'avais voté pour la liste de l'UDF aux élections européennes de 1979. J'étais donc très, très pro-européen. Mais progressivement, j'ai changé, notamment dans les allées du pouvoir. Vous avez souligné, effectivement, j'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai notamment accompagné Jacques Chirac dans de nombreux déplacements à l'étranger. Et quand je dis accompagner, c'est que je préparais une partie des dossiers et que je participais aux entretiens au plus haut niveau. Et moi, ce que j'ai découvert dans les années 90, c'est que nos dirigeants, en fait, n'ont plus les manettes. C'est ça la question. Les dirigeants français n'ont plus les manettes. Et moi, ce que vous devriez souligner, me semble-t-il, c'est l'honnêteté foncière de la démarche que je fais, parce que rien n'aurait été plus facile pour moi que de continuer sur la lancée. Je serais devenu ministre ou je serais devenu à la tête d'une grande banque, je gagnerais des sommes considérables. Donc si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai vu et avec toute l'expérience professionnelle que j'ai, et parmi les 11 candidats, je pense que je suis en effet l'un de ceux qui a la plus grande expérience professionnelle, aussi bien en termes diplomatiques qu'en termes financiers, économiques et commerciaux. Avec toute cette expérience, je me permets de dire aux Français, faites-moi confiance, je suis là pour protéger la France de ce qui est en train d'arriver. Vous avez été proche du pouvoir, vous avez travaillé avec le pouvoir en place, vous êtes un intellectuel, vous théorisez, mais excusez-moi, vous n'avez pas l'expérience du privé, vous n'avez pas l'expérience du chef d'entreprise, vous n'avez pas l'expérience de quelqu'un qui a monté une boîte, qui a entrepris. Alors, excusez-moi, et donc finalement, vous êtes un peu comme beaucoup de responsables politiques, assez protégés par un statut qui vous permet aussi d'être là aujourd'hui, mais c'est peut-être ça aussi la faiblesse de votre parcours. Est-ce que vous faites partie du système? Alors d'abord, écoutez, moi ce qui me fait rigoler, c'est que je n'ai jamais parlé de système d'ailleurs. Au passage, c'est du conspirationnisme. Tous ces gens, c'est quoi le système? Pourquoi ils sont tous là à dire je suis pas dans le système? C'est quoi pour eux le système? Ce sont tous des conspirationnistes. Moi, je ne parle pas du système. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise privée. J'ai travaillé pendant 2 ans au Crédit National, qui était une banque dans les années 80, en mobilité. Ensuite, vous dites que je n'ai rien créé. J'ai quand même créé un parti politique, tout seul. Partant de zéro, sans aucun soutien financier, médiatique. Moi, j'ai pas des fusées au derrière comme d'autres, n'est-ce pas, qui sont d'un seul coup propulsés dans les médias. Au bout de 10 ans, l'Union populaire républicaine que j'ai créée, nous avons dépassé les 25 000 adhérents. Et tous vos confrères qui sont venus à mes meetings à Paris ou en province, par exemple, les 6 500 personnes qui sont venues à Paris pour les 10 ans, ont été sidérés de voir le nombre, l'enthousiasme des gens. Parce que sur Internet, eh bien, nous triomphons sur Internet. Pas seulement sur Internet, d'ailleurs. Ici, dans cette maison même, j'ai été reçu par Bourdin dans l'entretien d'embauche. Vous avez vu les résultats. Oui, c'est bien marché. Je suis celui qui a fait le meilleur résultat pour l'entretien d'embauche sur les 10 candidats que, pour l'instant, Jean-Jacques Bourdin a reçus. Voilà. Pourtant, M. Bourdin, pendant 9 ans, quasiment, a refusé de me recevoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réussi tout seul, puis ensuite, avec tous les gens qui m'ont rallié, à créer un mouvement politique qui a 0 € d'endettement. Alors que la plupart des partis politiques sont complètement en faillite. Et les Républicains sont en faillite. Je trouve extraordinaire que M. Fillon, par exemple, ou M. Hamon ou les gens de l'UDI, nous donnent des leçons sur comment ils vont gérer la France, alors qu'ils ne sont pas capables d'avoir un parti politique qui soit Pourtant, c'est de l'argent public. Et en plus, ils reçoivent de l'argent public. François Asselineau, vous restez avec nous. Question de Caroline, de Johnny et de Sylvain dans un instant. C'est vous notre grande gueule du jour, François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle.
Les GG, les grandes gueules avec aujourd'hui François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes à 3 jours du premier tour, donc de l'élection préférée des Français. Vous êtes avec nous en GG du jour avec Sylvain Grandserre, avec Johnny Blanc et Caroline Pilat. Question, Caroline. Oui, vous avez un programme intéressant, monsieur Asselineau. Je suis très étonnée, moi, que vous ayez un staff aussi jeune et des électeurs aussi jeunes, sachant que vous n'êtes pas pro-européen. Donc comment est-ce que vous expliquez cette manne ? Mais parce que je pense que c'est une erreur de croire que la construction européenne attirerait les jeunes. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, on l'avait vu dans les sondages post-électoraux. Par exemple, lors du référendum du 29 mai 2005 sur la Constitution européenne. D'ailleurs, ma candidature, je la présente comme la revanche de tous ceux qui ont voté non à cette Constitution et dont le vote a été piétiné. Dans les sondages post-électoraux, on avait pu noter que c'était seulement les personnes de plus de 60 ans qui avaient voté majoritairement oui à la Constitution européenne en 2005 et les personnes de plus de 70 ans avaient voté encore davantage. En revanche, les jeunes, et tout particulièrement les tranches d'âge où nous sommes les plus forts, d'ailleurs, c'est les 25-40 ans, m'avaient voté très majoritairement non. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que je crois j'apporte au débat à l'élection présidentielle, c'est que l'idée même de construction européenne est en fait une idée anachronique qui remonte les États-Unis d'Europe de Victor Hugo de 1849. En fait, c'est une vision coloniale du monde où le monde blanc dirigerait le reste du monde. Et moi, je dis, et c'est ce qui attire beaucoup beaucoup de jeunes, c'est que je dis au 3e millénaire, on peut plus faire de différence entre les pays serviettes et les pays torchons, si j'ose dire, les peuples serviettes et les peuples torchons. On est en contact avec le monde entier. Les gens qui me disent Erasmus, je dis mais moi Erasmus, je veux un Erasmus planétaire, je veux que les étudiants ils puissent aller étudier en Chine. C'est d'ailleurs déjà le cas. C'est en train de s'imposer. Pareil pour les entreprises. Les grandes entreprises françaises, elles ne se limitent pas au périmètre de l'Union européenne. C'est une erreur. Par exemple, Peugeot a une co-entreprise en Chine avec Dongfeng pour mieux se battre contre l'allemand Volkswagen qui a son propre partenaire chinois. Donc le monde d'aujourd'hui ne correspond plus du tout à cette vieille lune qui est la construction européenne, qui nous enferme dans un périmètre artificiel. Donc vous êtes plutôt mondialisation que construction européenne. Je suis pour ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays tourné vers l'universel. Mais dans le mot mondialisation, il y a quelque chose, il y a un projet économique sous-jacent contre lequel je suis, qui est l'idée que l'on ferait disparaître les nations et que l'on ferait disparaître, par exemple, que tout l'appareil productif français filerait à 15 000 km. Parce que c'est ça qui est en train notamment de créer du chômage en France et par ailleurs de détruire la planète, de détruire l'environnement. Vous savez, il y a eu cette course autour du monde récemment à la voile. Il y a eu 6 candidats qui, paraît-il, ont heurté dans l'océan Pacifique des conteneurs qui flottaient. On est en train de transformer la planète en poubelle parce que l'on fait de plus en plus fabriquer des choses à 15 000 km. Il faut rapatrier la production le plus possible de façon locale, ne serait-ce que pour créer de l'emploi et pour protéger l'environnement planétaire. On a un chef d'entreprise qui est à côté de vous, François. Moi, je vous reconnais une chose, vous êtes au moins très clair, vous êtes le seul des 11 candidats à prôner une sortie de l'Union européenne immédiate. Enfin, immédiate. On lance le processus immédiatement. On est d'accord. Ça ne sera pas du jour au lendemain. On ne va pas sortir en 5 minutes. Vous avez ringardisé Marine Le Pen. On est bien d'accord. Mais quelque part, oui, mais Marine Le Pen, c'est vrai qu'on fera un référendum, on fera quelque chose. Non, au moins, c'est clair. Pareil pour Mélenchon. Vous avez vu que Mélenchon a dit à Dijon, là, il était hors de question de sortir de l'Union européenne de Londres. Moi, je trouve très bien la clarification qui est en train de se produire. Je suis le seul candidat qui dit aux Français, nous allons faire ce que sont en train de faire les Britanniques, mettre en œuvre l'article 5 vous allez même plus loin, de l'Union européenne. On revient au franc, alors que les Britanniques n'étaient pas passés à l'euro. Oui, mais ils ils s'en sont très bien portés d'ailleurs. Mais là, je suis pas d'accord sur l'analyse que vous venez de faire à l'instant sur le chômage, par exemple, où la monnaie serait bientôt une des raisons principales du chômage en France. Moi, je pense quand même quelque part qu'on est dans un pays où tout le social repose uniquement sur le travail, et je pense que notre compétitivité, elle est mise à mal par ça, et non pas par la valeur de l'euro. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas trop de charges qui pèsent sur les entreprises. En particulier, dans mon programme, j'ai prévu de baisser drastiquement les cotisations sociales qui pèsent sur les artisans, les commerçants, les TPE, les PME. Et au passage, j'ai prévu aussi de supprimer le RSI, qui est un véritable scandale. Pour faire quoi à la place ? Je pense qu'il faudrait le rapprocher du régime commun s'agissant du RSI. C'est pas ce qu'on demande, nous, les artisans. Alors, s'agissant des charges sociales, moi, je voudrais quand même que les charges sociales ou les cotisations sociales, elles baissent sur ces catégories, mais je voudrais dire
dire et rappeler que les transferts sociaux, les prélèvements obligatoires sont les plus importants en Europe, en Norvège, au Danemark, qui sont des pays qui se portent très bien, alors qu'ils sont beaucoup plus bas, par exemple en Grèce, en Italie ou en Espagne, qui se portent très mal. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut favoriser la création d'emplois en France et qui passe notamment par l'artisanat et le commerce. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas réglé le problème. Le problème, c'est le problème de la monnaie qui est surévaluée pour la compétitivité de l'économie française et a fortiori des économies du Sud. Et puis c'est un autre problème aussi. Ce sont tous ces articles des traités que je ne citerai pas parce que sinon on va me brocarder en disant que je connais trop bien mes dossiers. Mais tous ces articles des traités qui imposent en fait la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations industrielles. Regardez ce qui se passe avec Whirlpool. Vous croyez que les gens sont contents qui part en Pologne. Whirlpool fabrique en France à une société, une entreprise qui est rentable, eh bien met en œuvre l'article 63 et donc va s'installer en Pologne et aucun candidat, je dis bien aucun candidat, ne peut répondre à la détresse des ouvriers de Whirlpool, sauf moi qui dis si on sort de l'Union européenne, ça on pourra l'empêcher. Les autres mais derrière, restent dans l'Union ça européenne. induira aussi une hausse des prix parce que Whirlpool vous dit aussi, vous répond, ça nous permet aussi d'avoir des prix compétitifs sur le marché de l'électroménager avec du bon matériel, de nouvelles technologies. Vous avez raison, et vous des prix intéressants. vous avez en partie raison. Le modèle économique qui nous est imposé par la mondialisation consiste en effet à proposer, en fait, à rendre chaque Français schizophrène. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, il bénéficie de produits qui sont meilleurs marché, mais en tant que salarié, il n'a plus d'emploi. On est en train d'avoir des sociétés, ça ne concerne pas seulement la France, c'est l'ensemble des pays de l'OCDE, ça concerne aussi les États-Unis, où on voit monter d'une part le désir, c'est-à-dire le désir d'avoir de plus en plus de biens matériels, de plus en plus d'ailleurs modernisés. Vous ne le dites pas aux électeurs, ça qu'il faudra à ce moment-là qu'ils acceptent de payer éventuellement plus cher. Attendez. Et au même moment, on voit monter le chômage. Qu'est-ce que donne une société où il y a de plus en plus d'objets désirables et où il y a de plus en plus de gens qui sont au chômage et qui sont pauvres? Ça donne une société qui vire, je suis désolé de le dire, mais qui vire à des problèmes considérables. Par exemple, l'augmentation du désespoir, l'augmentation de la consommation d'anxiolytiques, l'augmentation de l'alcoolisme, l'augmentation de la consommation de drogue et puis l'augmentation de la criminalité. D'où vient l'augmentation de la criminalité dans l'ensemble du monde occidental, si ce n'est justement qu'il y a cette augmentation concomitante de la pauvreté et du chômage dans un cas, et d'objets de plus en plus désirables ou présentés comme tels, dans une société où on dit que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a perdu sa vie. Ou un iPhone, parce que vous avez un souci avec les Américains. Moi, j'aimerais savoir si vous les détestez vraiment, parce que vous avez la réputation d'être anti-américaniste. Mais non, nous avons 75 de nos adhérents qui sont des expatriés aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis même, vous avez des quantités de gens qui sont plus critiques que je ne le suis contre leur propre gouvernement. Moi, j'ai des amis aux États-Unis. Je déteste pas. Mais c'est Trump qui est passé. Je ne déteste pas les Ni Américains. la consommation américaine. Comment ? On écoute de la musique, on mange McDo. Oui, mais moi je préférerais vivre avec tout ça j'aimerais, c'est aussi, que hein. par exemple les grands médias français véhiculent aussi et diffusent aussi d'autres sources d'information et d'autres loisirs que seulement les C'est pour questions ça que vous Mais voulez, on a le c'est pour choix. ça que vous voulez renationaliser TF1. Mais par exemple, je trouve que actuellement, puisqu'on est dans un monde universel, il est quand même incroyable que l'on n'ait jamais à la télévision française, je dis aux heures de grande écoute, qu'on ne me parle pas de Arte le 29 février à 3h du matin. Je parle vraiment aux heures de grande écoute, qu'on n'ait jamais une fois par an, par exemple, un film russe, un film japonais, un film indien, et voilà, que ça soit pour ouvrir l'esprit des gens. Merci. Moi, mon objet, c'est l'ouverture des esprits. Merci François Asselineau de passer par les grandes gueules. Dans un instant, le match. Et puis à midi tout à l'heure, un autre candidat à l'élection présidentielle, c'est Jean Lassalle qui sera assis à votre place. Restez avec nous.